c'est la question, c'est analgésie. Donc, on va faire la grande braderie. J'ai trouvé ça comme image. Je vous ai mis sur le côté droit tout ce qui est proposé comme technique d'analgésie pour la chirurgie de la hanche. Et puis le plan, on va faire un peu d'anatomie parce que ça va permettre de remettre les choses à place. Et puis on va passer les techniques rapidement en revue. Je vais vous mettre une ou deux recommandations, ce que sortent les groupes d'experts, et puis les articles que je vais vous commenter. Et enfin, après, je vous donnerai mon avis en une diapositive. Ça va, on y va? On attaque? Donc là, à droite, vous avez toutes les techniques. J'ai dû cliquer normalement. Il y a un petit délai, hein, vous m'avez dit. Voilà. Je vous ai mis en haut à gauche l'innervation de la peau. L'innervation de la peau est complexe et variable. Et quand on part d'arrière en avant, ça n'a jamais été le nerf sciatique qui a innervé la peau de la fesse, c'est la bord postérieure. C'est les nerfs clunéaux qui sont les rameaux postérieurs des nerfs spinaux, en haut à gauche. Et puis sur le côté, vous avez le rameau perforant latéral ilio-hypogastrique, L1. Et puis en avant, vous avez ici, quand le chirurgien fait des voies antérieures, ce n'est pas du fémoral. Hein, c'est comme le nerf génito-fémoral qui a un rameau antérieur du psoas. Et puis éventuellement l'ilio-inguinal, comme son nom le dit. Donc quand on fait un bloc tronculaire fémoral, vous n'allez pas endormir la peau de la hanche. Ou un bloc sciatique à la fesse, vous n'allez pas endormir la peau de la hanche. Et puis de toute façon, on s'en tape. Ce n'est pas la peau qui fait mal en post-opératoire. S'il y a la peau qui fait mal à un malade, c'est qu'il y a un hématome sous-cutané compressif. Et dans ce cas-là, c'est qu'il y a une complication d'origine chirurgicale. Ou alors, il y a un autre problème. Un nerf qui est bloqué dans une cicatrice, quelque chose. Mais ce n'est pas la peau qui fait mal en post-opératoire. Donc la peau n'est pas un problème pour l'analgésie post-opératoire ou périopératoire de la hanche. La peau va être un problème si on fait de la chirurgie de la hanche sous bloc nerveux périphérique. Ou si vous avez fait une péridurale, une rachianesthésie isobare avec un produit hyperbare, vous mettez votre patient sur le côté, malheureusement c'est la mauvaise hanche qui dort. Donc quand le patient va inciser, quand le chirurgien va inciser, le patient va avoir mal. Par contre, en revanche, les plans profonds, ce ne sont pas les nerfs que vous avez en haut, ce n'est pas les nerfs cutanés qui vont innerver le plan profond. C'est faux ça. Hein, donc les plans profonds, l'innervation de la hanche, c'est la loi de Hilton. L'os et l'articulation ont l'innervation des muscles qui s'y insèrent, qui viennent s'insérer autour de l'articulation, ou l'innervation des ligaments qui passent au-dessus. Je vous prends l'exemple de l'épaule. Le biceps, le tendon du biceps brachial, est innervé par le musculo-cutané. Et donc, si on ne bloque pas le musculo-cutané dans une chirurgie de l'épaule, qu'on veut faire des blocs distaux, si le chirurgien tripote le tendon, on va avoir mal. Pour la hanche, je vous ai noté au fémoral obturateur, carré fémoral. Vous avez oublié le carré fémoral. Je suis sûr que la plupart des gens ont oublié le carré fémoral. C'est un muscle qui est derrière, et c'est lui qui va apporter une grande partie des contingents articulaires pour la partie postérieure de la hanche. Et donc, c'est pour ça que les patients peuvent avoir un peu des douleurs derrière. Et en fait, le carré fémoral, il est innervé. L'innervation, je vais vous la montrer sur les diapositives suivantes, hein, c'est le tronc lombosacral, c'est L4, L5, essentiellement S1. Donc, il faut qu'on regarde pour l'analgésie d'une hanche, si on veut faire de l'analgésie post-opératoire, il va falloir qu'on bloque, je ne vous parle pas des nerfs, mais les contingents qui viennent du nerf fémoral, qui viennent du nerf obturateur, et on va dire du sciatique. Je vous ai mis ces images parce qu'elles sont partout, mais en fait elles sont fausses. De ces images, on a l'impression que les nerfs qui viennent innerver l'articulation de la hanche viennent très distalement du nerf fémoral. En fait, ceci est faux. Ceci est un peu plus vrai au niveau du nerf obturateur, parce qu'il sort du foramen obturé, déjà il est en deux branches, il n'est pas en une seule branche. En fait, embryologiquement, et ça mérite de s'y arrêter pendant quelques instants, vers la 3e semaine de vie embryonnaire, le myotome appelle au niveau de la crête neurale les axones qui vont venir s'accrocher au myotome, puis les axones vont migrer jusqu'à leur position définitive durant la vie embryonnaire, les axones se multiplient, puis ils vont traverser le myotome pour venir s'accrocher à l'os et à l'articulation. Les nerfs, ils n'ont jamais suivi le périoste pour venir dans l'articulation. Hein. Ça, c'est une invention de Philippe Peng et compagnie. On va revenir à Philippe Peng dans quelques minutes. Hein. Donc les nerfs traversent les muscles
pour venir sur les articulations. Tout le reste, c'est la science-fiction. Hein. Et ça, c'est bien décrit dans la diapositive suivante qui va arriver dans quelques instants. Je vais vous le lire. La capsule, l'innervation de la capsule articulaire vient du nerf obturateur, du nerf et du nerf du carré fémoral. C'est les plus importants. Et leur origine vient des branches des muscles davantage que du tronc du nerf. Donc faire un tronc du nerf fémoral ou faire un bloc du nerf obturateur, mais Alain va y revenir, pour l'analgésie de la hanche, à mon avis, ne servira pas à grand-chose. Et vous pouvez regarder, c'est la loi de Hilton, c'est pas Hilton Senna, c'est un auteur très connu. Et donc c'est ces deux nerfs qui sont les plus prévalents pour les rénervations de la hanche. On pourrait s'arrêter là pour ce topo, mais si la diapositive suivante arrive, nous allons encore compliquer le propos parce que nous ne faisons pas les mêmes patients dans la clinique d'Alain ou au CHU de Montpellier. Moi, mes patients, la majorité, c'est les fonds de tiroir, surtout après le Covid, avec des jeunes chirurgiens, des chirurgies parfois majeures, ou des chirurgiens qui ne sont pas très rapides, qui vont tirer pendant 3 heures et qui me disent que c'est difficile, qu'il faut curariser le patient, et je vais avoir du mal. La douleur de ces patients, certains sont des douloureux chroniques, ne vont pas être pris en charge de la même manière qu'un patient jeune, sportif, pour un resurfaçage de l'articulation de la hanche. Donc on va avoir des douleurs différentes, des patients différents et des chirurgiens différents qui vont nous conduire à adapter nos techniques d'analgésie en fonction de la chirurgie. Je ne vais pas faire la même chose pour une prothèse de hanche simplex que pour une arthrolyse de hanche ou pour à l'inverse, pour une arthroscopie de hanche en ambulatoire. Ça ne va pas être la même analgésie, vous êtes d'accord avec ça? Et l'innervation de la hanche, comme je vous l'ai montré, est complexe. Et les études publiées, c'est toujours sur la fracture du col ou sur de la prothèse simplex. On a rarement de la reprise de prothèse de hanche pour métastase avec des greffes osseuses. On n'a pas d'article sur l'arthrolyse de hanche. Et puis de temps en temps, ils nous font des changements de la tige fémorale. Là, ils mettent une prothèse de hanche en haut, une prothèse de genou en bas, et ils laissent un bout de fémur au milieu. Donc vous allez avoir des chirurgies différentes. On va mettre tout de suite, on va ranger le problème de l'anesthésie. Je vous invite à dissocier votre technique d'anesthésie de votre technique d'analgésie. Si vous faites de l'anesthésie générale moderne, avec des produits modernes que l'on a, de bonne qualité, je ne vous parle pas de l'hôpital vert et tout ça, hein, que vous comparez ça à une anesthésie régionale médulaire, une rachianesthésie ou une périrachie, si vous voulez, pour la chirurgie, pour le geste chirurgical de qualité, nos différences. On peut faire une bonne anesthésie générale, on peut faire une bonne rachianesthésie. Donc il n'y a pas de différence entre l'anesthésie générale moderne et l'anesthésie périmédulaire pour le périopératoire précoce. En revanche, si vous injectez des morphiniques comme la morphine en intratécale, vous allez avoir les effets adverses des morphiniques en intratécale, nausées, vomissements, prurite, rétention urinaire. Et si vous faites de la réhabilitation, vous n'avez pas envie d'avoir un patient sondé avec une prothèse totale de hanche simplex. Donc, il n'est pas recommandé d'administrer de la morphine en intratécale après la prothèse de hanche ou de la fracture du col standard. On fait une rachianesthésie si la rachianesthésie est indiquée. Dans ce cas-là, on peut faire une rachianesthésie isobare si le patient est mis sur le côté. C'est une très très bonne technique. Si vous avez un patient hyper fragile, une fracture du col, vous pouvez faire une rachianesthésie continue, donc titrée, à la façon de Philippe Biboulet. Tout cela, ce sont des techniques, mais vous pouvez aussi, si le patient le désire, faire une anesthésie générale de qualité et en maîtrisant votre administration de morphinique périopératoire. L'épidurale n'est pas recommandée, dans le post-opératoire non plus. Quand on regarde les recommandations par un groupe d'experts, ils nous disent que l'infiltration bien faite par un chirurgien
pour le genou, c'est aussi intéressant qu'un bloc nerveux, mais que l'infiltration dans la hanche, on y reviendra, n'est pas très très intéressante. Vous voyez, on a déjà des recommandations qui nous disent que pour la hanche, ce n'est pas très très important. Parce qu'ils prennent toujours pas comme référence la prothèse totale de hanche, mais on va y revenir. Je vous montre ici un autre groupe qui fait des recommandations. C'est très très original, hein. Paracétamol, anti-inflammatoire. Vous pouvez faire soit de l'infiltration, soit un bloc iliofacial, ou un genre de bloc fémoral. Si vous avez fait une rachie, il tolère encore qu'on mette un peu de morphine en intratécal. Je vous ai dit que c'était quand même pas le top pour les effets adverses des opioïdes intratécaux. Et vous faites un peu de morphinique si votre patient a mal en post-opératoire. Ça va? On arrive à suivre, hein? Donc là, on va passer aux techniques. Rien de très original, hein. Quand même, pour l'instant, on n'a pas de quoi rêver. Donc je vous ai les séparés en 3 groupes. Vous avez en orange en bas à gauche les techniques dans la fosse iliaque. Vous avez un peu au-dessus le bloc lombaire, et vous avez sur le côté les blocs autour du carré des lombes. Je ne vous ai même pas mis les érecteurs du rachis en arrière, hein. Donc on va les prendre un par un, et on va regarder au niveau des techniques, des contingents dont je vous ai parlé au début, qui innervent le plan profond, puisque je vous ai dit que le plan superficiel ne faisait pas mal. Est-ce que j'ai appuyé sur le bouton? Voilà. On va regarder maintenant si je fais une infiltration d'anesthésiques locaux, une injection d'anesthésiques locaux dans le psoas. Si je tape dans le psoas, je vais taper dans le plexus lombaire. Le psoas contient le plexus lombaire. Et je regarde ici mes 3 nerfs principaux, le fémoral L2, L3, L4, l'obturateur L2, L3, L4, le carré fémoral L4, L5, S1. Donc si je réussis un bloc fémoral, là vous avez une magnifique image de reconstruction alors celle-là elle est exceptionnelle, hein. Eh bien on va toucher tout le fémoral, presque tout le fémoral pour l'analgésie, tout l'obturateur, donc les rameaux en haut, on va l'avoir, et puis on va avoir une bonne partie du carré fémoral. Donc si je réussis une injection dans le plexus lombaire, je peux donner à mon patient une bonne analgésie pour la chirurgie de la hanche. Donc ça, c'est les publications récentes. On l'avait fait en neurostimulation avec Xavier. Ça, c'est sous échographie. Quand je fais un trident, la technique de Karmakar du plexus du bloc lombaire, ou un Shamrock, que je regarde les territoires qui sont bloqués, dans 80%, j'ai L2, L3, L4 qui sont bloqués. Ce n'est pas 100%. Pourquoi? Parce qu'on met 20 ml d'anesthésique locale dans un bloc lombaire, dans un psoas qui fait 1 litre. Donc on n'a pas tout le plexus lombaire, mais pour l'analgésie, on va avoir une analgésie correcte dans 80% des cas. Donc quand on fait un bloc lombaire pour une prothèse de hanche, on va avoir une analgésie de qualité dans les premières heures post-opératoires. On va regarder le carré des lombes. Alors le carré des lombes, c'est compliqué, c'est le muscle qui est là. C'est le filet mignon du porc, pour ceux que ça intéresse, l'art vétérinaire. Et donc on a ici le psoas avec son plexus lombaire, et on a le carré des lombes qui est en arrière. Et on a plusieurs déjà techniques. On a une technique postérieure dans le lift, décrit par Blanco, et puis on a des abords latéraux ici. On est plutôt donc au niveau, sur le côté du carré des lombes, et puis on a des abords antérieurs, où vous voyez, on est entre le carré des lombes et le psoas. Donc il y a très peu de data dans la littérature sur la diffusion de ces techniques, mais je vais quand même vous en montrer quelques-unes, en essayant de ne pas être trop bavard. Globalement, quand on va faire un bloc du carré des lombes, on va être en regard, j'appuie 2 fois pour que je passe à la suivante, on va être en regard de T12, le 12e nerf thoracique, et de L1. Et si on a de la chance, on va avoir une diffusion des anesthésiques locaux qui peut descendre un peu de manière aléatoire, en arrière, le long de la partie postérieure. Je ne vois pas en quoi on va endormir la hanche si on est à la partie postérieure. Si on est devant et qu'on traverse et qu'on longe le psoas, on va avoir plutôt un bloc. Vous ne voulez pas me passer la diapositive suivante en régie? Parce que j'arrive pas à... J'ai appuyé 3-4 fois et je suis toujours un peu figé. Hop, voilà. Donc c'était pour vous montrer ces magnifiques images du pâturé dans lequel on a T12, le nerf subcostal, ici, et L1 qui vont venir, regardez, on les a reconstruites à Montpellier,
et on n'a absolument pas de diffusion au niveau des nerfs de la fosse iliaque. Hein, l'anesthésique locale, il reste à l'endroit où on l'injecte. Donc, ce n'est pas en faisant un bloc du plexus du carré des lombes qu'on peut espérer avoir une diffusion au contingent qui concerne l'analgésie de la hanche, sauf peut-être la peau du côté, un peu ici, de la hanche. Je vous demande encore de passer à la suivante, parce que j'ai appuyé par anticipation. Voilà. Donc, vous avez là des images qui sont similaires à celles que je vous ai montrées. Par la bord postérieur du QLB, on a aussi une diffusion qui est postérieure, donc qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut espérer dans l'analgésie de la hanche. Quand on va piquer en antérieur, là, on peut espérer, si vous rentrez dans le psoas, vous pouvez espérer avoir une diffusion. Donc là, vous avez une magnifique image qu'on avait dans cette lettre de Borglum, là, quand il avait fait sa lettre, où il avait dit, voilà, quand je vais injecter entre le carré des lombes et le psoas, je peux avoir une extension plexus lombaire. Oui, ben, c'est l'article de Carline. Hein, si je tape dans le psoas, à un moment, je vais arriver dans le psoas. Hein, donc, si je vais un petit peu trop loin, je vais avoir une anesthésie de type plexique lombaire, mais ceci est aléatoire et imprévisible. Donc, vous voyez, les blocs du carré des lombes, d'un point de vue anatomique, c'est quand même pas les blocs que je vais aller chercher pour l'analgésie de la hanche. Les érecteurs du rachis, si vous voulez, au niveau embryologique, le nerf sort du canal rachidien, le rameau postérieur qui va en arrière innerver les muscles du dos, le rameau antérieur qui va faire le plexus lombaire. Donc si j'injecte dans les érecteurs, je vais avoir un bloc qui est postérieur. Donc les érecteurs, on les jette à la poubelle, ce n'est pas un bloc, en tout cas somatique, pour l'analgésie de la hanche. Après, qu'il y ait des résultats positifs sur la consommation de morphine par un miracle, c'est possible, mais en tout cas, ce n'est pas d'un point de vue anatomique. Le 3 en 1, c'est il y a 50 ans. Donc injecter ici et bloquer le fémoral, l'obturateur, Winnie l'avait décrit il y a 50 ans. Et il avait dit, c'est plus la peine de bloquer l'obturateur. Et on avait, avec Xavier Capdevila, il disait, l'anesthésique locale remonte le long du psoas. Et donc, on avait fait ce travail il y a maintenant trop longtemps, et on vous avait montré que seulement dans 5% des cas, l'anesthésique locale, quand on injectait au niveau inguinal ou iliofacial, infra-inguinal, supra-inguinal, mais tout ce que vous voulez, c'est très rare qu'on ait un bloc proximal qui va pouvoir bloquer les contingents proximaux du plexus lombaire. Donc, bloc du fascia iliaca, je peux avoir très souvent une extension au contingent fémoral, parce que le produit va remonter sur le nerf fémoral, mais il est assez rare que j'ai une extension proximale. Le peng, ça m'énerve. Que Philippe Peng ait donné son nom à une technique, déjà, ça m'énerve. Hein, oui, mais toi, c'est... Voilà. Donc, on va aller injecter ici. Alors, ne tapez pas sur l'os, ça fait mal, mais je vous ai dit tout à l'heure que les nerfs ne cheminaient pas sur le périoste, comme on essaye de vous montrer sur cette diapositive, mais que les nerfs qui vont venir à la capsule articulaire cheminaient dans le muscle. Donc, quand vous faites une infiltration, un peigne, vous allez bloquer par diffusion dans le psoas, surtout chez une personne âgée qui a presque plus de muscles. Le produit remonte dans le psoas iliaque et vous allez en effet bloquer les rameaux articulaires de la capsule antérieure, comme pour un bloc fémoral, comme pour un bloc iliofacial supra-inguinal, infra-inguinal. Vous allez avoir une analgésie du territoire antérieur, mais c'est déjà beaucoup plus difficile de garantir que vous ayez une analgésie au niveau du muscle. Je voulais vous montrer ça. Ceci n'est pas un bon peng, puisque l'aiguille, elle est latérale, elle n'est pas sous le tendon. Donc un vrai bloc peng comme... c'est que votre anesthésique locale vienne ici, sans taper sur l'os, soulever le tendon et espérer qu'il vienne jusqu'à la partie médiale bloquer les rameaux articulaires les plus médiaux. Donc là, c'est un peu moins pire. On traverse quand même le tendon du psoas. Faites pas ça, hein, ça fait super mal au malade, ou alors vous l'endormez avant. Taper dans le tendon du psoas, c'est un enfer, quoi. Hein. Et vous voyez ici battre l'artère fémorale, donc le mec, il appuie trop fort déjà. Et ici, il a mis du gain à mort, mais il y a le nerf fémoral. Donc si on met 20 ml là, de temps en temps, le produit va remonter. Alors c'est très bien pour la douleur viscérale, autonome, parce qu'on a l'anesthésique locale autour de l'artère, ça après, voilà. Voilà enfin un bloc pas trop mal fait, de mémoire, où vous avez votre anesthésique locale qui va venir, voilà, là ça soulève, et là on est pas mal, on a très peu probablement d'anesthésique locale qui va remonter jusqu'au nerf fémoral, et donc celui-là,
je le prends. Celui-là, je l'accepte. Mais les deux autres, c'est pour faire ça, faites vos anesthésiques locaux intraveineux. Autant faire les anesthésiques locaux intraveineux. Bon, carton rouge pour le peng block. Celui-là, on le met. Vous pouvez faire du peng, hein, faites du peng, mais alors faites-le. On va voir maintenant les bénéfices. Le côté rapport bénéfice-risque. Il est plus dangereux de faire un bloc lombaire que de faire un QLB antérieur, on est profond, que de faire des blocs au niveau de la région inguinale. Donc si vous voulez faire un bloc pour la chirurgie de la hanche, faites plutôt pour la sécurité des blocs superficiels. Et c'est plus facile de faire un ilio-inguinal dans la racine de la cuisse qu'un supra-inguinal. Parfois, vous avez un manteau abdominal. Techniquement, c'est un peu plus facile. Mais bon, on va regarder les données publiées. Mais il y a plus de 10 ans déjà, on avait montré que le bloc lombaire, c'est le plus efficace. C'est plus efficace qu'un bloc fémoral, je vous ai expliqué anatomiquement pourquoi, et c'est plus efficace que la PCA morphine. On a une épargne morphinique. C'est plus efficace. Si on compare, ici, encore une fois, là c'était Philippe Biboulet, un bloc lombaire est plus efficace qu'un bloc fémoral, qui est plus efficace qu'une PCA morphine, pendant 4 heures post-opératoire. Au-delà de 4 heures, pareil, plus de différence. Donc Paul Biboulet, quand je suis arrivé à Montpellier, il s'est mis devant moi, il m'a dit « J'ai tué le bloc lombaire pour l'analgésie. » On ne fait pas de bloc lombaire ici. Donc on ne fait pas de bloc lombaire pour l'analgésie de la prothèse de hanche simplex. Ça n'apporte pas grand-chose par rapport à un bloc fémoral. Bloc iliofacial versus bloc fémoral, les deux sont à peu près équivalents. Bloc lombaire versus infiltration bien faite par un chirurgien. On a une légère meilleure analgésie. Ben, c'est un peu pas bête puisque le chirurgien il va injecter dans le psoas. Hein, et donc on a une analgésie qui n'est pas mauvaise. Le carré des lombes, 13 articles, 4 méta-analyses récentes. C'est mieux, quelques milligrammes de morphine, mais enfin globalement les malades de toute façon ils ont tous pas mal sur la prothèse de hanche. Donc on améliore l'analgésie de la morphine, mais on se demande si c'est clinically relevant. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut s'embêter à faire un bloc du carré des lombes pour une prothèse de hanche? Ben, ils font tous non. Regardez. Hein, est-ce qu'on fait un bloc lombaire pour la prothèse simplex? Non. Est-ce qu'on fait infiltrer le chirurgien pour la prothèse simplex? Bon. Est-ce qu'on fait un peigne? Si vous voulez. Faites un peigne si vous voulez. Hein, on va aller faire le peigne. Alors là, je vous mets Biboulet. Philippe Biboulet, lui, ça l'a énervé, le QLB. Donc il prend des patients pour prothèse de hanche, il prend un groupe, il fait du vrai aveugle dans l'équipe, un groupe sérum salé, un groupe QLB. Et il regarde déjà où diffuse le QLB quand on injecte derrière. Chez 20% des patients, on retrouve l'anesthésique locale en avant du carré des lombes. Vers le psoas, c'est intéressant. Et quand on regarde l'épargne morphinique, 4 mg de morphine en moyenne, non significatif. Donc ça ne sert à rien de faire un carré des lombes. Et le peng block, ça sera à peu près pareil. Je pense que Alain va en parler. Bloc obturateur versus placebo, regardez. Rontes, Delbos, 3 mg de morphine de bénéfice, je crois. Donc ça ne sert pas à grand-chose non plus de faire un bloc obturateur. Bloc obturateur, prothèse de hanche, poubelle. Cutané latéral de la cuisse, je vous parlais de la peau tout à l'heure. On va aller bloquer le cutané latéral de la cuisse. C'est écrit dessus. Cutané latéral cuisse pour une hanche. Donc là, c'est Schmitt. Ça ne sert à rien non plus. OK? Donc là, on a bien nettoyé. Hein. En revanche, pour la fracture du col, vous avez un patient qui a une fracture du col. On ne l'opère pas tout de suite. Si vous faites un bloc fémoral, un bloc iliofacial, un bloc suprainguinal, un peng block, vous allez bloquer, relâcher un peu votre hanche, vous allez soulager votre patient en post-opératoire. Alors c'est sûr, le suprainguinal, dans l'article, il est un peu mieux que l'infrainguinal. À chaque fois qu'on fait une nouvelle technique, on a envie que ça marche. Le peng est un peu meilleur que l'iliofacial dans l'article. Mais globalement, vous faites une infiltration d'anesthésiques locaux au niveau de la fosse iliaque dans la fracture du col, vous allez améliorer, je suis allé trop vite, vous allez améliorer l'analgésie de votre patient. Après que vous fassiez un peng ou un bloc iliofacial, vous allez avoir un peu moins de blocs moteurs globalement dans votre série si vous faites une infiltration au fond de la fosse iliaque plutôt qu'en surface. C'est bon? On peut conclure? Moralité. Moralité. On peut s'appeler Philippe Peng ou qui on veut.
On ne va pas réinventer l'anatomie. L'os a l'innervation du muscle qui s'y attache et passe par le muscle qui s'y attache. Si vous avez une chirurgie majeure, une arthrolyse de hanche, une chirurgie majeure chez un douloureux, que vous pensez que vous aurez du mal à maîtriser son analgésie post-opératoire, vous lui donnez des morphiniques s'il en a, vous n'arrêtez pas ces morphiniques et lui mettez un pain block, hein, il va hurler 12 heures après, et que vous maîtrisez le bloc lombaire, le cathéter lombaire pour la chirurgie majeure de la hanche, si vous ne voulez pas poser une péridurale, parce que vous n'allez pas gérer les anticoagulants avec votre péridurale, le cathéter lombaire est une technique, croyez-moi, efficace, et j'en pose encore. Si vous jouez la sécurité, vous faites une infiltration au niveau de la racine de la cuisse. Pour la PTH, vous pouvez faire des anesthésiques locaux, mais vous ne pouvez rien faire et un peu d'opioïdes à quelques patients. Si vous faites une bonne analgésie multimodale, vous serez efficace. Vous avez une fracture du col et le patient ne va pas être opéré tout de suite parce que le meilleur traitement de la fracture du col, c'est l'ostéosynthèse. Ce n'est pas de le laisser 48 heures dans le lit. Donc vous voulez faire moderne, vous faites du pain block. Vous voulez faire classique, vous faites du bloc iliofacial. Et puis, si le malade va ramer pendant 48 heures parce qu'il n'y a pas de place sur le programme opératoire, je pense qu'on a le droit de mettre encore un cathéter fémoral ou iliofacial à notre patient. Je vous remercie de votre attention.